Non, alors ça c'est un livre, enfin c'est sur un article du Rav Kook. Il a été traduit par Beno Gross et commenté par Beno Gross. D'accord. Il y en a un autre, c'est Orot Teshuva, qui a été entièrement traduit par Beno Gross. C'est un des premiers traducteurs du Rav Kook en français. Sinon vous avez un autre ouvrage de Yosef Ben Shlomo en français qui s'appelle Introduction à la pensée du Rav Kook et qui a été préfacé par Catherine Chavier, qui est très bien aussi pour rentrer dedans. Alors, j'ai ce soir, le cours est à la mémoire de ma grand-mère, voilà, qui est Niftera, enfin là, la semaine dernière. Et il y a 2 jours, c'était ses Shiva. Donc si vous permettez, j'avais écrit un texte en fait. Moi, j'étais pas à l'enterrement parce que ça s'est passé en France. Mes frères sont allés, ma mère est fille unique. C'est dur. Et elle m'a demandé d'écrire un texte pour la Levaya. Donc c'est un tout petit texte et je pense que c'est une bonne introduction au cours. Si ça ne vous dérange pas que je vous lise rapidement. Avec plaisir. Voilà. C'est ma petite contribution parce que je suis loin. Simple. Et la mamie, c'est aussi important qu'une maman. On était très 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 liés. Simple. Colette Victoria Vida Bat Rosa Tchoukriel, ma grand-mère, était une femme simple, de cette simplicité qui fait les personnes les plus importantes. Humble, positive et conciliante. Avant de partir, elle m'a dit 2 choses importantes. L'aune de la vie, c'est les souvenirs. Et nous sommes dans une période messianique. L'aune de la vie, c'est les souvenirs. Baruch Hashem, ma mémé a une vie si pleine de beaux et bons souvenirs de vacances en famille, de voyages autour du monde, de travail consciencieux avec mon pépé, qui était tapissier, de chansons aux accents ladinos et de sourires. Les derniers temps, elle me disait « Je me repasse tous les bons moments et je ne m'ennuie pas ». Des souvenirs à elle, des souvenirs d'elle et des souvenirs pour nous. Plus que des souvenirs, des graines et des pierres pour chacun de ses petits-enfants et petits-petits-enfants. Des valeurs, une manière d'être, l'importance de chaque seconde de la vie et comment se comporter avec les autres. Le souvenir, Zecher, Zachar, le fils, le futur, les engendrements. Ma grand-mère n'a eu qu'une seule fille, mais quelle fille. Elle lui a transmis toute la force, le courage et l'abnégation qu'elle avait eue elle-même pour sa propre mère. Ma grand-mère a été abandonnée par son père quand elle était petite. Elle a vécu la guerre en France et les restrictions. Elle s'est occupée de sa mère malade alors que tous les autres sont partis en Israël, mais toujours la tête haute et le regard fier. Un regard bleu perçant et plein d'amour qui nous a ouvert le chemin. Quelle est belle ma femme, disait toujours mon grand-père. Belle de cette beauté des plus grandes femmes, celle qui influe sur la destinée du peuple juif. Belle dedans et belle dehors, comme la reine Esther. C'est juste qu'elle soit partie à Purim. Elle a été élevée par sa tante Esther et son oncle Mordechai. C'est marrant, alors là. Ah, c'est un grand foot, hein. Ah, de Turquie. De Turquie, qui l'ont gardée mieux que ses propres parents. Puis, elle a épousé mon grand-père, qui lui aussi s'appelait Mordechai. Ils ont vécu une vie d'amour et de livres, de voyages et de transmission. Enfin, elle m'a dit, on vit une époque messianique. Une époque messianique, c'est quand Esther et Mordechai, de la tribu de Yosef, de la Gola, de l'exil en diaspora, retrouvent enfin la tribu de Yehuda sur la terre d'Israël. Elle avait fait tous les papiers pour venir en Israël. Son cœur était à Jérusalem, et aujourd'hui nous aidons son âme à rejoindre le Créateur et à faire monter la lumière divine, la Shrina du centre de Jérusalem sur le monde entier. Nous honorerons et continuerons les années de la vie de ma grand-mère, en vivant une vie de juif fière et libre sur la terre d'Israël, et en rallumant l'âme juive où qu'elle se trouve pour la sortir de l'exil, et l'aider à s'épanouir à la lumière d'Israël. Son cœur était à Jérusalem, et son corps en France. Elle a aimé cette France malgré tout. Elle y a aimé sa culture, sa richesse, sa douceur et sa grandeur. Elle y a trouvé le véritable amour et y a construit un foyer juif. Puis elle a perdu mon grand-père, et le sang a commencé à se retirer d'elle petit à petit. Elle avait une leucémie. Dam ou Nefesh HaChaim. Le sang est l'âme de la vie. C'est pourquoi la cache-route est si importante et la prière aussi. On est ce que l'on mange et nos mots atteignent directement Dieu. Ma grand-mère allait régulièrement au cours de Madame Versteinschlag. Elle faisait toujours le Birkat Amazon en hébreu et elle était née Cohen. Les Kohanim sont les prêtres qui s'occupent du temple, du Beth Amikdash. Notre mémé était notre Cohen et sa famille était son Beth Amikdash. Que
que sa mémoire soit bénie et que son mérite s'étende sur toute sa famille, sur toutes les personnes présentes aujourd'hui et sur tout le Ham Israël. Amen. C'est bien écrit. Alors, c'est un beau cadeau pour une grand-mère. Vida Bat Rosa. Baruch atah Adonai, Olam Borei Mezonot. Amen. Amen. Voilà. Et donc, ça tombe bien, ce soir, on va parler du Rav Kook, qui c'est directement dans la problématique. Dans la lignée. Dans la lignée, voilà. Avraham Cohen Kook, qui est né le 8 septembre 1865 à Griva, en Lettonie, et qui est niftar le 3 Elul, le 1er septembre 1935 à Jérusalem. Lettonie, pas Lettonie. Non, Lettonie. Enfin, ce qui est aujourd'hui la Lettonie. À côté de Riga. Proche de Riga. Il a fait son Aliyah en 1904, donc avec ce qu'on appelle la seconde Aliyah. Et il est connu pour avoir été d'abord rabbin de Yafo et des Moshavot, c'est comme ça qu'on l'appelait, le Ishuv sioniste, et donc c'était un grand Mekoubal. Et il était, après la Première Guerre mondiale, le premier grand rabbin ashkénaze de Jérusalem. C'est lui qui a fondé le grand rabbinat d'Israël, et qui a créé la Yeshiva Merkaz Arav. C'est le père du sionisme religieux qu'on connaît aujourd'hui. Et il s'est occupé de questions de halachot qui n'avaient pas traité avant et qui concernaient les problèmes de la terre et de la politique sur la terre d'Israël. Et son fils prendra sa succession à la Yeshiva Merkaz Arav, donc c'est le Rav Zvi Yehuda, qui Manitou l'a rencontré, Néer, je sais pas si Néer l'a rencontré. Et Beno Gross, quand? Avant ou après? Beno Gross, non. Il n'a pas rencontré? Non. Parce qu'il est parti de Strasbourg en 61. Non. Et Néer aussi, je crois pas. Par Néer contre, est parti à la même année. Manitou l'a rencontré. Ça, je sais pas. Si. Manitou était à Paris Manitou à l'a l'époque, rencontré. nous, on était à Strasbourg, Et pour l'anecdote, je ferai un cours consacré à elle, mais vous connaissez ou pas quelqu'un qui s'appelle Ruth Reichelberg. Ah oui, ça me dit quelque chose. Alors, elle était chef du département de littérature comparée à Bar-Ilan, et elle a écrit 2 livres en français que vous pouvez trouver. Le premier s'appelle Jonas, le menteur de vérité, donc sur la Megillat Yona, et le deuxième sur Don Quichotte. Ah, c'est comme ça, je la connais. Le Don Je l'ai, le Quichotte, livre. je ne me rappelle pas le titre exact. Je l'ai, le livre. Et où elle explique là-bas les sources kabbalistiques qui sont cachées dans toute l'histoire de Don Quichotte. Oui. Il est paru en poche ce livre. Voilà, c'est là où je l'ai. C'est-à-dire il a une diffusion très Oui, large. et il a été traduit dans toutes les langues. En plus, c'est un Moi livre, aussi. vraiment, c'était un livre choc. Oui. Et pourquoi Ruth Reichelberg? Quel rapport avec le Rav Kook? Donc avec le fils, Tzvi Yehuda Kook. Donc quand elle a commencé à travailler, donc d'abord elle était élève de Manitou. Elle était amie avec Manitou. Et elle a lu un livre sur les lettres donc, du Rav Avraham Cohen Kook, celui dont on parle ce soir. C'est là que le courrier. Non, sur les lettres hébreux, Ah, sur les lettres de l'alphabet. La calligraphie. Non, pas la calligraphie, Les vraiment. lettres même. Oui, il a écrit un recueil sur la profondeur des lettres et le sens caché de chaque lettre. Tu veux dire l'alphabet, Braille. Voilà, vraiment un texte vraiment très kabbalistique sur le sens des lettres et de la manière de les utiliser, etc. Vraiment inspiré de la Kabbalah du Hari. Et de la Gematria. Et de la Gematria, mais pas seulement, il y a aussi, c'est très poétique, c'est pas pour rien que je vous ai apporté des poésies. Toutes les écrits du Rav Kook sont remplis de ce souffle lyrique et cette inspiration en même temps divine. On ne sait pas si c'est poète ou prophète quand on lit, c'est vraiment très meragesh. Et elle a lu ce petit livre, elle a fermé le livre, elle a dit il faut que je le rencontre. Donc elle ne savait pas que ça c'était le père, c'était le fils. Elle a pris l'annuaire, elle a cherché Kook, elle a trouvé l'adresse, elle habitait Jérusalem et elle est allée taper à la
Donc la maison du Rav Kook qu'on peut visiter aujourd'hui à Jérusalem. Oui, Elle a tapé là-bas à la porte. Ah, il habitait là, le fils? Oui, il habitait là. Elle a tapé, on lui a ouvert et elle a dit « Je veux étudier avec vous ». Il a dit « Bevakacha, asseyez-vous ». Et tous les élèves étaient très étonnés. Et ça a été l'unique élève femme du Rav Kook. Ouais. Donc elle lisait ses livres, ils sont en français, ils sont très 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 profonds et bien écrits. Voilà, Ruth Reichelberg. Alors, il est héritier d'une tradition de l'Europe de l'Est, avec un père mitnaged, donc le père mitnaged, et la mère chassidim, du côté de Lubavitch. Donc les deux. Quand il était Mitnaged. alors, Les opposants oui, au voilà, racisme. il y avait en Pologne essentiellement un conflit entre ceux qui étaient pour l'étude de la Torah, uniquement, sans Une dimension plus intelligente. sans sentiment vraiment rationnel, et que c'était la manière de se relier au divin, c'était par l'étude du Talmud essentiellement. Et de l'autre côté, les chassidim, donc avec le Baal Shem Tov, après le Rabbi Lubavitch, tout ce qu'on appelle la chassidoute, voilà exactement, qui a révolutionné ce monde-là en disant même la personne la plus simple, si elle y met tout son cœur, peut atteindre directement Dieu. Et donc c'est là qu'on a toutes les petites histoires de ce berger qui ne savait pas lire et qui va à la synagogue le jour de Yom Kippour et qui crie cocorico parce que c'est tout ce qu'il savait dire, et qui ouvre les portes du ciel et qui sauve toute la communauté d'un pogrom qui devait avoir lieu. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça. Voilà, en gros, c'est l'esprit de la chassidoute. Mais c'est allé très loin le conflit, puisqu'il y avait des guerres entre les élèves. Vous voulez même tuer. Et oui, ça allait beaucoup plus loin. Ah Ça oui veut dire c'était violent, il y a eu des conflits violents. Oui, c'est venu aux mains. C'est en quelle année? On est 1700, 1800. Fin du 19e. Ah oui, je connais pas. Moi, je pensais que c'était fin du 19e. On les appelle aujourd'hui les opposants lituaniens. Les Lituaniens, c'est ce que j'allais dire. Oh, Hachamou, Oui, chez c'est la Lituaniens. Ah, alors, vous avez mis le marre. Là. En quelle année? Ils ont reconnu la lumière de ma. En fait, c'est au même moment qu'il y a les armées de Napoléon. Ah, donc dans les 820, 830. Ça commence, après c'est long, hein. La période Il y avait déjà la chassidoute. Il y avait vraiment deux blocs opposés comme ça qui se déchiraient, et ça allait très loin, ça allait jusqu'aux mains, mais ça allait encore plus loin parce qu'après il y a eu des dénonciations aux autorités, il y a eu des arrestations, enfin c'est vraiment juifs, oui, c'est allé très très loin. Et puis au début de ça, il y avait des édits qui étaient édités par les opposants en disant il ne faut pas rentrer dans les synagogues, ce n'est pas de la Torah, c'est des sectes, c'est une hérésie, etc. Donc, ça allait très loin. Pas. On leur disait qu'ils n'étudiaient pas. Ça allait très Voilà. très loin. Et Les opposants n'étudiaient Ça a duré pas. longtemps, cette histoire-là? Le- 10 ans, 15 ans? C'était ça chez dure les encore chassidim. jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ils aimaient que chanter et boire de la vodka. C'est deux courants qui. Ici, Non, mais par exemple, il y avait des points, Oui, mais bon, des points de débat, par exemple, sur la tfila. Donc la tfila, par exemple. Autant il y avait des heures réglées qu'il fallait respecter du côté des Lituaniens, de ceux qui étudiaient, le mitnagdim. Autant du côté des chassidim, on pouvait commencer la tfila et puis ne pas la finir, et puis continuer. ils sont un peu plus cool. Ils sont plus dans le regesh, dans l'émotion et le sentiment. Le ressenti. Voilà. Alors que les autres sont. Ils sont plus dans le verre. Et donc le Rav Kook, il est issu de ces deux traditions. C'est pas pour rien. Déjà en germe, il y avait déjà toute sa Donc ils arrivaient à se marier entre eux. Oui, c'est ça ce qui est étonnant. C'est vrai que c'est très étonnant. C'est comme Hillel et Shammai, ils se marient C'est entre vrai eux. que c'est étonnant. Comment c'est arrivé que le père et la mère se soient mariés alors que... Si, parce que peut-être ils ont aussi. On est obligé Non. d'être pareil. Non, c'est pas ça. C'est que c'était très complexe. Et puis il y a par exemple des mitnaged qui sont devenus chassidim aussi. Il y a des changements. Il y a eu des chassidim qui sont devenus mitnaged et puis ils reconnaissaient Il y a quand même des la convertis, grandeur en Torah aussi des uns et des autres. Donc c'est pas aussi blanc et noir que ça paraît. C'est très. Tu n'expliques pas l'amour, hein, ils se sont rencontrés.
Donc alors lui, le Rav Kook, quand il était jeune, il a étudié... Ils n'avaient pas l'accord de famille. Alors, Non, c'est vrai que ça dépendait des familles. Donc déjà, il était dans une famille où il n'y avait pas ça. Voilà. Donc lui, il a étudié avec le Rav Reuven à Levi Rivlin, Rav de Dvinsk. Et très jeune, ce Rav a décelé chez le Rav Kook ce qu'on appelle être un Ilouï. C'est un jeune prodige finalement du Talmud qui avait déjà un esprit brillant et qui arrivait non seulement à se mémoriser tout le Talmud, mais à répondre aussi aux toutes les marloquettes, etc. Ensuite, il a rencontré le Rav Yechiel Michael Halevi Epstein, qui est connu pour avoir écrit le Aruch HaShulchan, qui traite justement des lois de l'époque messianique. Donc la halacha des temps à venir. Et ce Rav-là, qui était donc très, très important, l'a ordonné rabbin à 20 ans. Sans qu'il soit prévenu, en fait. C'est un jour, il l'a convoqué en lui disant bon, bah, je te donne la smicha de rabbin parce que tu as cette grandeur-là, tu as tout ce qu'il faut pour ça et tu as déjà tout le savoir. dans la ville de Dvinsk, où il étudiait. En 1884, il va rencontrer le Rav Eliaou David Rabinovitch Teomim, qui est l'adhérent de Poniovitch. Alors aujourd'hui, vous connaissez à Bnei Brak la yeshiva de Poniovitch. C'est les descendants de ce adhérent qui va après faire son alia lui aussi et devenir grand rabbin de Jérusalem. C'est là-bas qu'étudie mon frère. Et c'est connu, c'est très connu, ils étaient très liés. Et le Rav Kook, le jour de Yom Ha'atzmaut, rendait visite donc, à son maître à la yeshiva de Poniovitch, qui tenait, le jour de Yom Ha'atzmaut, à mettre un drapeau d'Israël sur le toit de la yeshiva. Ah bon? En plein Bnei Brak. On parle d'Israël. Oui, Poniovitch. Non, Poniovitch, c'est en Pologne. Et ensuite, celui-là aussi va faire son alia. Et c'est la fameuse yeshiva qu'on connaît à Bnei Brak qui s'appelle la yeshiva de Poniovitch, qui est très connue, qui est très noire. Et pourtant, il y a un drapeau. Le sionisme. Non, ils sont pas acceptés. Ils sont pas sionistes. Mais ils sont dans le pays. Et ils sont dans le pays. Bah oui, mais c'est pas aussi simple. Non. Et pourquoi ils Ils sont mettent pas nos drapeaux, Mais les ils ont orthodoxes, accepté. à Yom Ha'atzmaut. Mais ils vivent dans un pays où on donne le drapeau. Ouais, ça... Même s'ils sont pas. Les Poniovitch, Le mettent pas. c'est Mitnagel ou c'est Racine? C'est Mitnagel. Bien sûr. Attendez, on continue. Ça va aller plus loin leur relation puisque il va décider que ce soit son héritier et lui donner sa fille. Donc il va se fiancer avec sa fille. Et ensuite il va étudier à la fameuse yeshiva de Vologine. La yeshiva de Vologine. Alors la yeshiva de Vologine, Rabbi Chaim de Vologine, qui a écrit Nefesh HaChaim. Vologine, c'est en Pologne Aussi. Toujours. Chaim Vologine. Chaim de Vologine, qui a écrit Nefesh HaChaim. Il est traduit en français, si vous voulez le lire. Il est gros. Et comment ça s'écrit, ça se dit en français? L'âme de la vie. L'âme de la vie. Et c'est le livre qui a provoqué le retournement de Benny Lévy. C'est ce livre-là. Et le thème central de ce livre, c'est d'expliquer que tous les membres du peuple juif, où qu'ils se trouvent, sont liés les uns aux autres. Et que quand un fait une mitzvah, ça peut sauver un autre juif à l'autre bout du monde. Et quand un fait une avéra, ça peut causer la perte d'un autre mission. C'est pas juste celui qui fait du mal. Nous sommes garants les uns les autres. C'est ça. Kol Israël Arivim Zélizé, et il explique là-bas que c'est un seul organisme, comme un seul corps. Et que quand on se fait mal à un endroit, ça retentit de l'autre côté. C'est un espèce d'effet papillon. Et c'est ça qui a causé le switch de Benny. Il a lu en hébreu ou il l'a lu en français? Je pense qu'il a dû l'avoir en français d'abord et qu'après... Il est monté de grade dans le... Après, il s'est dit, je peux pas rester à la traduction, il faut que j'aille voir le matin. C'est Jean-Paul Sartre qui l'a expliqué certainement. Oui, ils ont dû parler beaucoup de ce livre-là. La yeshiva de Vologine, elle avait été créée par le Gaon de Vilna. Alors le Gaon de Vilna, justement, c'était le chef des Mitnaged. Oui, c'est ce qu'on appelle la tradition lituanienne de l'étude.
Et c'est de là-bas que sort aussi ce qu'on appelle, il y a deux manières d'étudier la Gemara, le Talmud, c'est soit Be'iyun, soit pas Be'iyun, l'autre terme j'ai oublié, mais en gros qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est toujours un Chavota. Ah, d'accord. Mais j'ai oublié le terme là, tout de suite, si ça m'échappe le deuxième terme, mais en français, il y a une manière, ce qu'on appelle le pile-poule. On va sortir tous les commentateurs d'un verset et aller voir toutes les mécorotes, et ça peut durer des heures sur deux phrases. D'accord? Ça, c'est en général, c'est la manière lituanienne, et c'est aussi la manière d'étudier Ashkenaz. Et les Sfaradim, ils étudient la Gemara pour arriver à la Halacha. Alors que les Ashkenazim, en gros, je fais une généralisation. Oui, c'est vraiment très général, mais c'est comme ça qu'on... Alors, oui. Et le ta'alir, le processus, merci, de la Gemara, arrive à trancher la halacha à la fin. Et ce qui intéresse les Sfaradim, c'est de comprendre le mécanisme pour pouvoir ensuite trancher d'autres halachot, alors que le monde ashkénaze va entrer dans ce qu'on appelle le pile-poule, ça veut dire une disputation pour arriver à englober le sujet sous toutes ses facettes. Et ça peut durer des mois, des années. On t'a vu là. Désolée de déranger. On t'a vu. Les autres fois, je t'avais jamais vu. Tu sais, j'ai jamais vu. Je me dis à chaque fois, je me dis, mais quand elle a pris cette photo? Comment? Bon cours, bonne soirée. Bonsoir. Disputation. Mais il y a autre chose qui caractérise la Yeshiva de Vologine, c'est l'amour d'Israël. L'amour d'Israël et la nostalgie d'Israël. Il y a des textes du Gaon de Vilna sur Israël, oui. Donc ils ne sont pas antisionistes à la base. Ah. C'est pas vrai, puisque l'amour de Sion, c'est là-bas que le Rav Kook l'a bu. Donc, et puis il y a autre chose aussi, c'est la première yeshiva qui est créée comme fermée, comme un internat. Avant ça, c'était des maisons d'études où on allait le jour, on rentrait chez soi la nuit. Mais la yeshiva de Vologine, c'est un monde fermé où on vit toute l'année. Aujourd'hui, c'est normal, mais c'était révolutionnaire. Et le Gaon de Vilna aussi, c'est le premier qui dit que l'heure du retour est arrivée en Israël. Avant la Première Guerre mondiale, donc. Il a essayé de venir, non? Et il a essayé de venir. Il a essayé de venir, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Ouais, il a essayé de venir. Donc 48, ouais, c'est ça. 1950 ans avant, en moyenne. Ouais. Alors maintenant, les gens pensent, les religieux pensent que bientôt on va arriver au Messie, le Messia. Alors donc finalement, dans 50 ans, bref, grosso modo, 50 ans. Puisque si... Il avait même monté un groupe de jeunes. Donc le Gaon de Vilna. C'est 6 000, c'est 6 000. Je sais. C'est jusqu'à 6 000 ans. Le Donc Gaon on de a Vilna. pas mal d'années. C'est un peu arrivé maintenant jusqu'à... Alors le Gaon de Vilna, il avait même monté un groupe de jeunes justement élèves qu'il avait envoyé à Tibériade et en Galilée. Et il avait levé des fonds pour arriver à les faire vivre cette petite communauté et la développer. Donc sous la Russie tsariste. D'accord, il y a les tsars encore. Et c'était une société secrète pour lever des fonds pour envoyer en Israël. Voilà ce qu'il avait fait. Et puis, donc ça c'est en 1860, c'est ça. Puisque c'est au moment où il va y avoir Montefiore à Jérusalem. C'est lui d'ailleurs qui a fait. Voilà, il avait beaucoup de travail. C'est lui. Et puis après Rothschild, c'est en 1880. Oui, parce que c'était le beau-frère de Rothschild. C'est pas 70? Qui commence à construire en Israël, c'est 1880. Hein? Quand il a fait Rishon LeZion? C'est Rothschild de Homu, ouais, c'est ça. C'est ça, 70. Et aussi Zichron. Et Maskeret Batia. C'est le nom de sa fille. Je sais parce que je me suis mariée là-bas. C'est où Maskeret Batia, c'est entre... comment elle s'appelle cette ville? Où il y a le Mahon Weissman. Rehovot. Rehovot, c'est à côté de Rehovot. Entre Rehovot et Ashdod.
Et qu'est-ce qui est là-bas? Qui a Rothschild aussi. Rothschild. Comme Zichron Yaakov, Maskeret Batia. Zichron Yaakov, c'est Yaakov, c'était son Grand-père. grand-père, c'est ça. Et Batia, c'était sa fille. Batsheva. Batia, c'est Batsheva. Batia, Non, Maskeret, c'est pas du tout la même Batia. Le chose. Moi, je souvenir de m'appelle sa fille. Batsheva. C'est Batsheva, Non, mais Non, ça, Batia, c'est- c'est la mère de Moïse. Non, pas Attendez, du tout. attendez, Non. attendez. Yocheved, la mère de Moïse. Non, Batia, c'est non, la- Batia, la mère De adoptive. Salomon, de Salomon. La fille du pharaon. Oh, la fille de Pharaon, mais C'est pas c'est la la fille. mère. Ah, C'est Batia. la mère adoptive, Ah, c'est Bathsheba. elle qu'elle a D'accord, non, mais élevée j'ai jusqu'à. entendu la mère de Moïse. Donc Ouais, ça- ouais, vous avez raison. Bon, pour moi, c'est la femme qui l'a élevée. Après, le Gaon de mère de Vilna, Moïse. donc, qui a créé la yeshiva de Vologine, celui qui va prendre la tête de la yeshiva et avec qui le Rav Kook va étudier, c'est le Natsiv de Vologine, qui s'appelait Rav Naftali Tzvi Yehuda. Donc c'est pour ça qu'il va appeler son fils ensuite Tzvi Yehuda, du nom du Natsiv de Vologine. Et en Israël, vous avez un kibbutz dans le nord qui s'appelle Ein HaNatsiv, donc au nom du Natsiv à l'âge de de Vologine. 18 ans. Un natif. Qui était jumelé avec la ville de Et Strasbourg. le natif de Vologine, il est à la base de ce qu'on a appelé ensuite, il soutenait le groupe Provévé Tzion, les Amants de Sion. Comme il- C'était un groupe de laïcs qui avait décidé de monter en Ah Israël. Et il a été très critiqué pour son soutien, justement, à des gens qui n'étaient pas religieux. Et maintenant, c'est devenu un Mais centre. il venait d'où? Les Provévé Tzion, ils étaient pas religieux. Oui, oui, oui. De Pologne. Oui, oui, on est encore là-bas. On est encore Ah, là-bas. se trompe. Notre Provévé Rav- Tzion Alors, était Chaim de religieux. Vologine, c'était c'est avant. Lui, il a créé la à yeshiva quelle de Vologine. période? Ah, c'est avant encore. C'est pas C'est avant le natif de Vologine. Là, on est en 1860. 19e siècle. Allez. Non, on est en 1880 à peu près, donc c'est avant. C'est bien 1800, ouais. Une active, 1800 à peu près, le La- Gaon de Vilna. petite Je pense, information quand même qui est importante, pratique. La directrice c'est ex-Madi Joseph de Strasbourg, dont le père était un grand chazan de la grande synagogue de Strasbourg. Et je sais que maintenant à Ananatsiv, ce kibbutz, c'est le centre de conversion. C'est un nom juif. Et donc. Je peux. Ouais. Alors, non, c'est pour ça que je dis que. Non, bon, j'ai travaillé avec c'est Laura donc Fian. c'est ma copine M'a de dit, classe, je de connais la bien, mais- 11e à la terminale. Quoi. Elle m'a aidée pour écrire. C'est bien, mais je suis trop contente. C'est une mateuse. Hein. Elle est Et moi, extra. j'étais la Et latisse. c'est vrai, c'est le Rav Khan, Zichrono Tout Livracha, à fait. celui qui a créé le site Sheila. Vous connaissez tous le Oui, site oui, bien Sheila? sûr. C'est lui qui a ouvert l'Ulpan de conversion à El Anativ. Et c'est un Ulpan de conversion spécial parce que c'est dans un kibbutz et en fait on est immergé dans le judaïsme et dans le kibbutz pendant 6 mois. C'est unique en Israël. Ouais, la conversion dure que 6 mois. Ça dure 6 mois, ouais. Comment ça se fait? 6 mois, c'est tout. Mais c'est une immersion totale, ça veut dire le matin on travaille au kibbutz et l'après-midi il y a des cours Bien, de Torah. c'est sympa. Je veux dire, Et tic-tac, on- et ils on en sont, devient. Oui. C'est rapide, hein, 6 mois. Non, c'est dur. Et j'ai travaillé là-bas à l'Ulpan de conversion en tant que madricha. Bah, Convoyé en France 4 ans. Français. Et lui, il pas est comparer niftar. la Une France fois par avec semaine en France. Ouais, non, puis Oui, c'est. faut Donc pas Ouais, là, comparer la c'est France 24 et heures sur Israël. 24, Ouais, on c'est est des- dans un élément. Non, mais il y On a, sort il y a pas. normalement les vraies conversions. Les conversions. Il n'y a pas de vraie conversion. Ah, mais à l'armée, ça va On parle de beaucoup. qualité et de, Oui, et les de conversions à quantité. l'armée, 3-4 ans, je Trois, vois c'est bien. Hein. Une À Tel personne Aviv. catholique devient juif en 6 mois. Mais elle n'a pas toujours le diplôme. Mais pas toujours, ça marche pas toujours. J'ai Ça vu marche pas des. toujours, hein. J'ai accompagné ces gens-là pendant 6 mois, donc et je peux vous dire que tout le monde n'arrive pas jusqu'au bout. C'est la Il y a meilleure beaucoup- plateforme beaucoup pour de savoir si vraiment. Moi, ils veulent je vois des conversions se en France, convertir. 4 ans, 5 ans. Non, mais je veux dire, c'est la meilleure plateforme en Israël de voir Mais s'ils même veulent en vraiment se Israël, convertir ou pas. Là, c'est spécial quand même. Bon, on peut Enfin, on apporter fera un les rêve Non, conversion. mais si vous voulez. c'est important d'être au courant quand même. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait une petite Mais parenthèse. quoi. c'est pour ça que C'est je précise unique aussi. façon de se convertir Non. C'est l'unique façon de se Non. convertir. Non. Il y a le rabbinat d'Israël aussi qui est. Non, non, puis il y a des ulpanim comme ça, il y en a un à Jérusalem, il y en a à Netanya. Donc ça dure 6 mois et. Je sais pas si on a à Ashdod aussi. Non, tu n'es pas juif au bout de 6 mois, c'est pas ce que ça veut dire. Ah, Tu peux rester alors- 6 mois et Et après, tu passes un tu examen, l'as tu bien deviens dit. juif. Ça, Au bout de 6 mois, et Ils voilà. ont tu réussi. passes un examen, mais Mais ça marche pas. Ça marche pas. forcément. ça marche pas forcément, Bah c'est oui. ça. Oui, d'accord, mais. Et ces Non, mais c'est personnes-là, pas, quand même, c'est il y pas le avait- bac hein, que tu passes. Hein. ces personnes-là, elles devaient s'engager aussi à faire leur aliyah. Elles n'avaient pas le droit de venir 6 mois et repartir. Voilà. Il faut leur allier, ils peuvent rester 3-4 ans après partir. Oui, mais ça. Tu Non, façon,
de... Donc il désire vraiment devenir on s'en fout, on n'est pas goy. Alors allez, on parle autre chose. Allez, on continue avec le rap. Ouais, ça part dans tous les sens. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais on pourra consacrer une soirée à ce thème, c'est important aussi, c'est intéressant. Mais le Rav Kahn, c'est un grand... C'est très difficile de prendre ça sur soi en tant que Rav, de s'occuper des conversions. C'est très difficile. Il est niftar, et aujourd'hui c'est sa femme qui a repris l'Ulpan, avec le Rav... comment il s'appelle ? Un autre Rav à côté qui habitait à côté. Comment il s'appelle ? Où qui habite à côté où? Celui qui est marié avec Evelyne Zini. Evelyne Zini. Zini? Non, pas le Rav Zini. Ah. Son beau-frère. Non, j'ai oublié son nom. Bon, bref. Et il est où dans le Nord? Bon, venez, on retourne au Rav Kook parce que... Alors, il se marie. Juste, oui. Vous êtes sûr que les Chorem Tzion, c'était des laïcs? C'est faux, ça. Aussi, à la base, si. Il n'y a pas de laïcs. De toute façon, en 1860, tous les juifs, ils sont devenus yeshiva. Il n'y a pas de... Non, mais il y a la Haskalah. Alors, j'ai pas tout dit. Il y a la Haskalah. C'est la Pologne. Il y a la Haskalah qui a commencé et ils sont très assimilés. On est en Roumanie. La Haskalah, c'est les Lumières. encore. Et en fait, c'est la sortie du ghetto. Et ils vont dans les grandes villes et ils vont à l'université et beaucoup laissent tomber Torah et Mitzvot. La lumière encore. Profit de la pensée. D'accord. Parce que je connaissais. C'est Mendelssohn, le chef de Oui. la Scala, voilà. D'accord. Dont le fils était le grand pianiste. Et donc toute la famille maintenant. Yalla. Bon, s'il vous plaît, arrêtez. Ok, alors il se marie en 1886, donc avec la fille du Rav dont on a parlé tout à l'heure, le Aderet de Poniovitch. Et il a une fille en 1888. Ça s'appelle Batia. Non, ça c'est Rothschild. Je vais arrêter d'intervenir, excusez-moi d'intervenir. Ça va. Et donc justement, il vit au moment, donc on est le judaïsme de l'Europe de l'Est. Il y a une grande presse en yiddish et en allemand qui donc contribue à cette escalade qui vient de Berlin et où on pense la modernité. D'accord ? Et on voit beaucoup de juifs qui abandonnent la tradition et c'est le début de ce qu'on appelle l'assimilation. Et le Rav Kook commence déjà à ce moment-là cette lutte idéologique et intellectuelle sur tous les fronts. Et en même temps, il lit énormément tout ça passe. D'accord ? Donc il lit aussi énormément. Mais il est en Allemagne à ce moment-là. Non, lui, il n'est pas en Allemagne. Il n'est pas en Mais Allemagne. ça arrive jusqu'en Pologne. Ça arrive. Ah, ça arrive. La presse yiddish, elle arrive partout. Ah, d'accord. À ce moment-là, il va rencontrer le Chafetz Chaim qui va lui dire « Je vais te demander quelque chose, promets-moi de l'accepter d'abord. Ensuite, je te demande. » Et donc le Rav Kook lui dit oui et lui dit « Alors, je veux que tu deviennes rabbin. » C'était pas obligatoire, c'était pas forcément ce qu'il voulait pour sa vie, mais le Chafetz Chaim lui demande d'être rabbin et de s'occuper d'une communauté. Et donc il promet, et il devient tout d'abord Rav de Zouvel. Bref, en Lituanie, une petite ville de Lituanie. Et il continue là-bas ses études avec le Rav Shlomo Eliashiv, donc qui lui va être un leader ultra orthodoxe. Le Rav que vous cherchiez, c'est pas Eliashiv, Eliaou? Eliashiv, c'est le récent qui est mort il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça. C'est celui-là. Je pense que ça doit être ça ne doit pas être lui, ça doit être après. Ouais, ça doit être après. Ça doit être son descendant. Aujourd'hui. Voilà. Et en 1889, sa femme, il perd sa femme. Ouais, donc, très vite en fait, avec 89. Donc, il s'est marié en 86 et en 89, elle meurt. Elle était atteinte d'une grave maladie et elle laisse donc la petite fille qui a 1 an et demi. Et donc le Aderet lui donne sa nièce, la fille de son frère jumeau, avec qui il se remarie. D'accord ? Donc c'est sa deuxième femme. Dans les poésies que je vous ai données, il y en a une justement sur un amour perdu. Donc c'est ambigu parce que c'est un peu comme dans le Shirachirim. Il parle d'un amour charnel, donc il parle de sa femme, et en même temps il parle de Jérusalem, et ça se mélange.
le spirituel et le matériel se mélangent. Et en 1891, son héritier, donc le Rav Tzvi Yehuda, va naître, donc de sa deuxième femme. Il écrit alors Chavesh PR, donc un de ses premiers écrits sur les téphilines. Et il va jouer sur le mot hot. C'est hot, donc c'est les lettres, et en même temps hot, c'est les signes. Et les téphilines, à travers les lettres, c'est ce qui relie l'être humain à Dieu. À travers les lettres, comme un signe entre le ciel et la terre. Je ne pense pas que vous trouverez une traduction de ce texte-là. Il y a énormément de textes du Rav Kook encore qui ne sont pas traduits en fait. C'est tout à faire. S'il y en a une d'entre vous qui veut s'y mettre, ouais. Faut commencer. En 1895, il devient Rav de Boïsk à Dvinsk, donc là où il étudiait quand il était tout petit. En 1899, il a une seconde fille. En 1900, il commence à écrire donc plein d'articles. Au début, c'est aussi fait des commentaires des Agadotes du Talmud. Alors ça aussi, c'est un peu révolutionnaire parce que dans les yeshivas en général, on étudie le Talmud et on laisse de côté toutes les parties, toutes les Agadotes, les petites histoires, tous les midrash, qui sont considérés comme de la littérature de seconde zone un petit peu, pour les simples d'esprit ou pour les gens, pour l'édification ou l'éducation des enfants, mais c'est pas pris vraiment au sérieux. Et le Rav Kook écrit le commentaire des Agadotes du Talmud en révélant le sens profond et caché de ces histoires, un peu finalement comme... non, je vais pas dire comme Rabbi Nachman, mais ça prend ce sens un peu de ramener... donc ça s'appelle En Aya, le commentaire des Agadotes du Rav Kook. Ensuite, Midbar Shor, c'est un recueil de tous ces divrei Torah, le Parashat Shavua. Ouais. Non. Il a étudié les Sharki, j'y comprenais rien du tout avec le Shor. Ouais. C'est là qu'il va écrire aussi une lettre qui est très très connue, je crois que le Rav Cherki justement il l'a traduite, celle-là c'est les Nevuché Ador. Ça s'appelle les aux égarés de la génération. C'est une sorte de nouveau guide des égarés, ouais, voilà, il joue là-dessus en prenant la défense en fait, de toutes ces personnes justement qui s'assimilent ou qui cherchent des réponses dans la sagesse des nations. Et il montre dans cette lettre la grandeur des générations actuelles. En disant c'est pas parce que tous ces gens ils ont abandonné Torah Mitzvot qu'en tant que peuple juif ils font preuve d'une grandeur et d'un humanisme et de lumière justement qu'il n'y avait pas. On était dans des siècles d'obscurantisme et ils vont chercher cette lumière. Alors ils vont la chercher dans l'exil, ils vont la chercher dans le profane, mais ils cherchent la lumière. Et tout le défi, ça va être justement de le ramener à l'intérieur du peuple. Et ce sont des outils de cette rédemption-là. Et donc il prend la défense contre les rabbins, les rabbins orthodoxes qui mettent une muraille entre le sacré et le profane, entre les laïcs et les religieux. Donc il y a plein d'articles comme ça où ils confrontent Torah et modernité, sur le sens des mitzvot, sur Israël et les nations. Il y a beaucoup de choses, et ce n'est pas publié, tout ça n'est pas publié, et c'est étudié en secret dans les yeshivot en fait, c'est très confidentiel. Et puis quand ça éclate comme ça, il y a des petits scandales, parce que ça fait... Et puis on l'appelle à Yafo. On l'appelle à Yafo parce qu'il y a une petite communauté qui a commencé à grandir et on a besoin d'un Rav. Et donc on l'appelle et alors à ce moment-là, donc lui il est, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit qu'il était Rav à Boïsk, donc à Dvinsk, et on lui dit non, tu es promu à un grand avenir, ta place est parmi nous, si tu veux on triple ton salaire et on efface toutes tes dettes, reste avec nous à Dvinsk. Et le Rav Kook refuse et décide de monter donc en Israël, c'est son rêve, et il arrive à Yafo et il est nommé Rav de Yafo et des Moshavot, donc les premiers, ce qu'on appelle le Yishuv Hadash, les terres agricoles qui sont autour de Yafo. Et c'est avant même la naissance de Tel Aviv en fait. Voilà, donc c'est juste Yafo, qui est la capitale du Yishuv. Et il soutient, alors là commence
toutes ces positions qui à chaque fois font scandale. Donc il soutient par exemple les études de Kodesh et de Chol dans les écoles. Ouais, je pense que c'est très important. Mais en même temps, il s'oppose à l'introduction du Chol dans les yeshivot. Donc il donne son soutien en même temps aux laïcs et en même temps aux religieux. Il veut en même temps assurer la pérennité des études juives traditionnelles et en même temps il est ouvert à la modernité et il soutient les innovations des laïcs. De l'Alliance. C'est ce qu'il essaye de faire. L'Alliance universelle, enfin les premières écoles Il essaye françaises. surtout de ne pas se monter les uns contre les autres, de s'exclure finalement d'une des parties de la société. C'est ça qu'il essaye de faire. Il essaye de faire un pont dans le peuple, à l'intérieur du peuple. Il est lié aux paysans, et il va visiter les Moshavot, puisqu'il est rave des Moshavot. Et ça, c'est révolutionnaire aussi. Les Ravanim, normalement, rejettent totalement toute l'entreprise des laïcs. Et pour eux, le travail de la terre, c'est méprisable. Donc lui, il va visiter les Moshavot, il va visiter les plantations agricoles. Et même, il va faire la promotion des Cédras, des Etrogim. Pourquoi il va soutenir les Etrogim d'Israël pour pouvoir les exporter et gagner des sous là-dessus. Et donc il s'implique, il fait la publicité, tout ça. C'est quoi les Les trocs. Ah, les trolls. Pourquoi? Alors, il y avait une situation complètement... En fait, Les cèdres. à ce moment-là, il y a une situation qui est complètement aberrante. Il y a une situation complètement aberrante, ça veut dire que les gens religieux qui habitent Israël, donc la Palestine à cette époque-là, font venir des cédras de dehors, de Chypre. Parce que les gens ne savent pas que les trocs viennent de Chine. Et de Chypre aussi. De Chypre après. Mais, De Chypre enfin, après. en tout cas, Ok. pas De d'Israël. Chine, je savais pas non plus. les trolls. Pour c'est Soukot. Soukot. Est-ce que Et c'est donc vraiment... ils les font venir de l'extérieur en arguant que les productions agricoles des laïcs ne sont pas cachères. Et donc là, le Rav Kook prend position et promeut les cédras Ça a d'Israël. été une bonne chose. Et ensuite, il les exporte en Khoutzlaretz. Dehors. Voilà, donc c'est lui qui commence ça. Pareil, elle a la polémique de la Shemitah. Alors cette polémique-là, elle va déborder les limites d'Israël. Ça va être un gros scandale dans tout le monde juif. C'est quoi l'histoire? C'est que c'est à ce moment-là, au moment où il prend ses fonctions, l'année de la Shemitah. D'accord? La Shemitah, c'est quoi? C'est après 7 ans, on laisse reposer la terre, on n'a pas le droit d'utiliser les produits de la terre, on n'a pas le droit de les vendre, on n'a pas le droit de s'en servir, on n'a pas le droit de les manger. Mais ils viennent juste d'arriver sur la terre et ça commence tout juste à pousser et à donner des fruits. Si on fait rien, on meurt. D'accord? Et puis à ce moment-là, on meurt vraiment. Il y a encore les marais, les moustiques, les maladies, C'est lui tout ce qui a qu'on veut, trouvé d'accord? l'acheteur. Alors le c'est premier. lui qui dit Vous on a le droit de faire ce qu'on appelle éther mechira. Ça veut dire qu'on va vendre la terre Un goy. pour un temps limité, c'est un contrat en fait, à un goy, et qui nous le rend à la fin de cette année de la Shemitah. Et pendant ce temps où la terre est vendue, on peut quand même la travailler et l'exploiter. Ouais, tout à fait. Et si on ne le fait pas, ça va être un effondrement économique et le Yishuv va dépérir. Donc tout le monde lui tombe dessus, mais il tient bon et c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait actuellement en Israël? Et c'est ce qu'on Oui, fait mais c'est ce qu'on fait en actuellement. C'est Il ce y en a qu'on qui fait. font vraiment. Et il y en a encore qui ne sont pas d'accord, voilà. Oui, il y en a les bras. Oui, parce qu'il y en a, mais il y en a même qui disent aussi qu'on n'est plus au temps où c'était Sakanat Mavet. Ça me gêne quand tu dis les Noirs, parce que j'ai toute une famille Haredi à Jérusalem, et à chaque fois que tu dis les Noirs, elle ne dit pas les Noirs, tu dis les Haredi. Non, parce que je Elle les appelle les Noirs. Dans le même ordre d'idée, Parce qu'ils sont dis jamais les Noirs. dans le même ordre d'idée, C'est pas très heureux comme terme. à Pessah, Vaut mieux dire les orthodoxes. à Pessah, normalement, justement, donc les Ashkénazim ne mangent pas de kitniyot et utilisent de l'huile d'olive. Et en Israël, on produit de l'huile de sésame. Et le Rav Kook fait possèque que l'huile de sésame n'est pas kitniyot et qu'on peut l'utiliser à Pessah. Et ça change tout en fait. Donc là aussi, ça fait scandale. Excusez-moi, je vous pose une petite question. Vous parlez des... c'est-à-dire qu'en réalité, la 7e année, puisqu'on n'a pas le droit, donc on l'achète, voilà. Mais pourquoi alors en Israël, il y a des endroits qui sont cachers, ils appellent cachers, pour les légumes et les fruits, et pas d'autres? On ne peut pas acheter n'importe où.
Les fruits et les légumes. Pour la Shemitah ou en Ouais, pour la règle Shemitah. générale? Non, mais je Pour la parle Shemitah, parce qu'il faut savoir d'où ça vient, Ça si vient. ça a été justement, si ça vient d'une terre qui a été vendue, ou si, Ah, c'est ça. ou si D'accord, c'est pas c'est... automatique dans tout Bah non, tout tout le monde ne le pays. fait pas. Ah, d'accord. Si c'est pas estampillé. C'est ça, parce Voilà. que je vois, voilà, parce que moi je vois Il de y a normalement des une religieux qui n'achètent pas théoda les fruits et légumes. de partout. Éther Non, mais il y a Mechira. l'histoire aussi du maaser. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est toute l'année. Le maaser, c'est le Moi, dixième, j'achète le pas dixième, partout c'est les le fruits. J'achète pas Moi partout non les plus. fruits et légumes. Je les achète que C'est dans ça, il y a les gens, ils n'achètent pas n'importe Parce où. que s'il n'y a pas les deux. En dehors d'Israël, oui, mais pas ici. Moi, je te parle d'ici. Ok. Ensuite, il devient rabbin de Jérusalem, qui quitte Yafo. Comme il avait 7 ans. Non, attendez. Avant de quitter Yafo, il s'oppose au rabbin de Jérusalem. Donc, quand il prend toutes ces positions-là, elles sont contre justement tous les rabbins qui sont à Jérusalem et qui sont contre. Et lui, il est pour le sionisme et le retour massif des Juifs en Eretz Israël pour alimenter le Yishuv. Et les rabbinim de Jérusalem, ils ont constitué une petite communauté qui sur le modèle lituanien, est consacrée uniquement à l'étude et vit de tzedaka qui vient de Chutz La'aretz. Yishuva Yashan. Voilà. Et le Rav Kook est contre ça. Il dit au contraire, le sionisme et le travail de la terre va nous permettre d'être autonomes et de vivre par nos propres moyens, et de ne pas demander la tzedaka dehors. Donc c'est à ça qu'il faut que ça serve. Donc il y a des échanges houleux, publics, qui débordent sur des débats mondiaux, parce qu'évidemment en diaspora, tout le monde prend parti pour un compte, comme encore aujourd'hui, d'ailleurs, dès qu'il se passe quelque chose en Israël. Et il va citer dans une lettre, alors il fait placarder des affiches quand il prend des décisions, quand il prend position, donc tout le monde est au courant. Donc tout de suite, ça fourmille partout. Et il cite donc le natif de Vologine qui disait « ceux qui sont sages pour faire le mal ». Donc il attaque directement, voilà, c'est déjà bien... Donc qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il crée une yeshiva à Yafo. C'est la toute première en Israël. Et il commence avec 20 élèves. Et il a l'idée de faire une yeshiva universelle, centrale, mondiale. C'est ça sa grande idée. Et comment il veut qu'elle soit? Il veut que là-bas soit le souffle et l'inspiration de la Torah qui sortent d'Israël pour s'épanouir ensuite sur le monde. C'est un grand visionnaire finalement. Et il veut révolutionner un peu l'étude du Talmud. Donc il veut, dans sa yeshiva, on étudie également la pensée juive, la philosophie juive, donc ce qu'on fait ce soir, les penseurs juifs, qui ne sont pas étudiés normalement en yeshiva. L'intériorité, le Moussa, le Kuzari, qui était réservé seulement à une élite jusque-là, la Kabbalah également, les Haggadot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il remet au goût du jour le Talmud de Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem. Alors, si vous savez qu'il y a deux Talmuds, le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone et le Talmud Yerushalmi. Et on étudie le Talmud de Babylone. Quand il y a eu la scission du peuple, il y a eu les exilés en Babylone, c'est créé la communauté diaspora en Babylonie avec le Resh Galuta, l'exilarque, voilà exactement, c'est le mot. Et toute la Gemara a été compilée et les halachot sont sortis de Babylone. D'accord, c'est ce qu'on étudie encore jusqu'à présent. Mais pendant ce temps à Jérusalem, il y avait encore un petit noyau. Et comme ils étaient séparés, ils ont également écrit un autre Talmud, le Talmud Yerushalmi, qui ne sont pas tout à fait pareils, qui ne traitent pas des mêmes questions. Parce que le Talmud Yerushalmi va traiter justement des questions de la terre, des questions de la politique, des questions de comment on fait quand on est sous la soumission grecque et romaine, parce que c'est ce qui se passe à l'époque. Et pendant qu'en Babylone, on va plutôt traiter de tout ce qui est droit talmudique, qu'est-ce qu'on fait quand on vole le champ de son voisin, qu'est-ce qu'on fait quand on a pris l'œuf de l'autre, etc. Dans le droit, ils sont. On est plus dans le droit et puis on est plus aussi, et aussi la dimension c'est sur l'individu, et l'autre, la dimension est collective. C'est ça. Et donc il remet l'étude du Talmud Ils sont Yerushalmi complémentaires du coup. au goût du jour. Et il a également aussi comme aspiration de former un nouveau type de rabbin. Donc tous ces élèves-là,
il veut les former pour qu'ensuite ils soient soit rabbins, soit cadres, manigues, leaders, mais qu'ils encadrent la communauté. Et surtout qu'ils épousent la modernité, qu'ils apprennent aussi du profane, qu'ils travaillent, donc c'est là aussi Torah et Avoda, pour justement pas dépendre de la tzedaka, ni dépendre de la communauté, et pour sanctifier le profane. C'est toute l'idée, c'est sur quoi repose la pensée du Rav Kook, et ne pas éliminer le profane comme ça a été jusqu'à présent. Également, à Yafo, dans les petites rues que vous pouvez parcourir aujourd'hui à Neve Tzedek, là-bas, il y a... Ça existait déjà, Neve Tzedek. Hein. Ouais. La Rehov Shlouch avec la synagogue et tout, là-bas, c'est vraiment comme c'était à l'époque. Et il y a toute l'intelligentsia des Chaloutzim qui viennent travailler la terre. Donc il y a là-bas Ben Yehuda, Gordon, Brenner, ils y sont tous. Et le Rav Kook s'attable dans les cafés à Yafo avec tous ces gens. Et ils ont ensemble des débats, ils se mêlent justement à tous ces gens qui le reconnaissent et avec qui ils parlent. Il y a Bialik aussi, Ahadam, ils sont tous là-bas. Et ça... Religieux et non religieux. Religieux et non religieux. Et ça bouillonne. C'est dommage que ce soit devenu un rabbin. Pourquoi non, ça mais quand tu les entends là-bas, il y a faux, ils te diront que ça leur... Et non seulement ça bouillonne, mais en plus, ils écrivent ensemble une revue qui s'appelle Adror. Si mes souvenirs sont bons, Adror. Dans lequel ils écrivent tous. En 1913, donc il fait la tournée. Non, il rassemble les rabbins en Israël. Donc ses élèves sont devenus rabbins. Et ils font une tournée agricole de tout le pays. Et c'est une espèce de rencontre fraternelle finalement. Ça se passe très bien. Il n'y a pas, justement au contraire, ils sont très bien accueillis. Les Chaloutzim sont heureux d'être enfin reconnus par les autorités religieuses. Et ça se passe vraiment bien. Alors que ça a peine à démarrer. Il faut savoir que de 1882 à 1903, il y a eu 35 000 Olim, Hadashim. Et de 1904 à 1914, il y en a 40 000 seulement. Donc on est encore dans très peu, en sachant qu'ailleurs, partout ailleurs, il y a 10 millions de juifs encore dans le monde. On est avant la Shoah. Oui. Avant la Shoah. Mais il y a plus que la moitié qui repart. Et la diaspora continue à les penser comme des illuminés minoritaires quoi, dans le monde juif, alors que le Rav Kook lui est persuadé que c'est l'avenir, la rédemption et le messianisme prophétique qui passe à travers ce renouveau de la terre en Israël. En 1914, la guerre. il part en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il doit participer au congrès fondateur de la Agudat Israël. Donc c'est un parti rien à voir avec Herzl, il ne participe pas au congrès, rien du tout. Non, là on n'est pas là. Alors c'est quoi ce Agudat Israël ? C'est un parti juif orthodoxe international qui veut se constituer. Et on l'appelle pour venir participer au congrès. Mais au même moment, la guerre est déclarée et le congrès est annulé et il se retrouve coincé en Suisse. Toutes les frontières sont fermées. Il va rester coincé en Suisse pendant 1 an dans un endroit qui s'appelle Sainte-Galène. Bon, le pauvre. Mais ça servira quand même à quelque chose parce qu'il va récolter des fonds pour Israël. Il va étudier avec son fils, le Rav Tzvi Yehuda. C'est là-bas, c'est à ce moment-là. Parce que en Israël, il partage son père avec tout le monde. Mais donc à Sainte-Galène, il se retrouve tout seul avec son père et il étudie. Il a le privilège d'étudier vraiment profondément.